Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie, en compagnie de vos animateurs Charlotte Cousineau et Guillaume Houle. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour Guillaume. Bonjour Charlotte. On se retrouve aujourd'hui pour un 6e épisode du balado. De plus en plus populaire, nos balados. J'aime ça voir ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce niveau de popularité-là. Je pense qu'on était à 5500 vues, le dernier balado. Très intéressant. Content de voir qu'on plaît et qu'on va chercher un public pour nos actualités construction. Exactement. On voit que l'actualité, l'industrie de la construction, c'est quelque chose qui est intéressant. Les gens veulent savoir ce qui se passe puis ils ont peut-être besoin qu'on le clarifie. Fait que je pense que notre balado tombe comme à point là-dedans. Effectivement, les gens veulent savoir qu'est-ce qui est pertinent pour eux dans leur industrie. Et parlant de pertinence, on a avec nous Isabelle Melançon, PDG de l'IDU, l'Institut de développement urbain. Bonjour Isabelle. Bonjour à vous deux. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on va parler ensemble en deuxième partie, lors de la nouvelle à développement, des 9 leviers d'action qui ont été proposés au gouvernement du Québec par la coalition des 21 acteurs dont la Sécu et l'IDU font partie. Exact. Donc, on commence comme toujours avec les nouvelles éclairs. Première nouvelle, la Sécu a lancé l'appel des candidatures pour les prix Construire 2024. C'est 18 trophées qui vont être remis à des entrepreneurs membres qui vont s'être démarqués par la qualité de leur travail, par la contribution au plus grand rayonnement de l'industrie, on en parlait justement, ou pour des réalisations, excusez, ça se bouscule, et toute réussite particulière qui mérite d'être soulignée. Exact. Le congrès aura lieu le 3 mai. Cette année particulière, au lieu de faire ça un vendredi, samedi, on fait ça un jeudi, vendredi pour accommoder, entre autres, les participants et les entreprises qui viennent chercher leur prix lors de la soirée reconnaissance. Ça permet aux entreprises de valoriser leur méthode, de valoriser le travail qu'ils font, mais aussi le travail des employés. Parce que oui, il y a des chefs d'entreprise qui mènent ces entreprises-là et qui les amènent à un autre niveau, mais il y a surtout des employés qui livrent des résultats et qui sont reconnaissants, qu'on reconnaisse la Sécu, leur façon de travailler. Travail d'équipe, la construction, on le dit souvent, tout le monde dans l'entreprise est très important. Puis ça permet, outre le prix qui est quand même vraiment une belle reconnaissance en soi, ça permet aux entrepreneurs d'être mis de l'avant dans toute la campagne de lauréats qui accompagne aussi, qui les fait vraiment briller à travers tout le Québec facilement. Oui. On fait des portraits d'entreprise, donc... oui, et aussi, oui, vraiment. C'est une façon de publiciser ce que l'entreprise fait. Exactement, puis vous avez jusqu'au 30 novembre pour vous inscrire. Exact. On a appris qu'Audrey Murray, qui était auparavant à la Commission de la construction du Québec, mais qui vient tout juste de terminer un mandat comme sous-ministre au tourisme, qui a aussi passé par la Commission des partenaires du marché du travail. Audrey Murray a été nommée PDG de la Commission de la construction du Québec. C'est quelqu'un qu'on connaît bien. Donc, bien hâte de voir quelles seront ses priorités. Exactement. Puis c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est une femme qui connaît bien l'industrie de la construction. Là, comme tu le disais, elle a aussi été 20 ans à la CCQ dans le passé. Fait que connaît le milieu. Oui, puis on a toujours eu des bonnes relations avec Mme Murray. C'est quelqu'un qui arrive avec une nouvelle perspective, notamment avec son bagage à la CPMT, notamment sur la formation des travailleurs. C'est un enjeu là, qu'on discute abondamment dans le cadre des discussions qu'on a sur la modernisation de l'industrie de la construction, de la formation des travailleurs. Donc, elle pourra amener un nouveau regard sur ces aspects-là. Exactement. Et troisième et dernière nouvelle, la Sécu sort très bientôt un mémoire sur l'habitation. Mais de quoi en est question? Oui. C'est le sujet de l'heure. Hein? Isabelle, on va en discuter un petit peu plus en profondeur par la suite. Mais la Sécu n'a pas sorti de mémoire spécifique seul de son côté depuis un certain temps en matière d'habitation. Il y a eu plusieurs rencontres qui sont effectuées en partenariat avec d'autres organisations et des mémoires qui ont été déposées en partenariat. Puis là, nous, on s'est concertés à l'interne pour savoir quel était le positionnement qu'on souhaitait prendre, qui est très, 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 très collé sur ce qu'on fait aussi avec nos partenaires. Il va être discuté notamment dans ce mémoire-là de stratégie nationale, de plan d'action concerté, de fardeau administratif pour les entreprises, les promoteurs, également des moyens financiers pour stimuler les nouvelles unités, la construction de nouvelles unités et favoriser l'accès à la propriété parce qu'on est dans un moment où les prix n'ont cessé d'augmenter et que c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à la propriété au Québec. Exactement, parce que bien qu'il y ait une crise, il y a des solutions à cette crise.
Il y en a. Encore faut-il qu'on se concerte. Oui, exactement. Et ça me permet de faire le lien avec une sortie qu'on a faite avec l'Institut de développement urbain, avec 21 autres acteurs de tous les secteurs. Il y a des municipalités qui ont signé cette lettre-là. Il y a des groupes sociaux qui ont signé cette lettre-là, des organismes représentant des promoteurs de la construction, des constructeurs également. Et parmi ces 9 leviers, les premiers des 9 leviers, puis on les fera pas tous avec Isabelle. On va surtout se concentrer sur les 4-5 premiers. Ouais. Il a élaboré une stratégie nationale, un plan d'action gouvernemental. Il a réalisé un diagnostic de l'état de la situation, établir des cibles. Et il a adopté et assuré une cohérence dans les programmes. Donc, les différents gouvernements qui vont chacun de leur côté de différentes annonces, mais y a-t-il cohérence? Ceci étant dit, on s'était regroupés, Isabelle, lors de la sortie qu'on a faite pour interpeller le premier ministre. On a envoyé une lettre au premier ministre le 14 juin. Ouais. Là, on vient de ressortir avec 9 leviers sur lesquels on s'est entendu. Toujours le même groupe des 21, comme je disais, municipalités, groupes sociaux, groupes d'entrepreneurs. Où est-ce qu'on en est actuellement dans nos représentations face au gouvernement? Où est-ce qu'on sent que le gouvernement s'en va en matière d'habitation à la veille là, d'une mise à jour économique tant attendue? J'aimerais tellement ça, avoir la réponse complète, Guillaume, aujourd'hui. Puis malheureusement, Charlotte, j'imagine que tu as suivi ça aussi avec intérêt, mais au moment où on se parle actuellement, on ne l'a pas, l'état des lieux. On aurait aimé ça, et c'est ce qu'on a demandé. La première chose qu'on a demandé le 14 juin dernier, c'était justement de pouvoir avoir l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on a besoin de bâtir au Québec actuellement? C'est par la base, il me semble, d'avoir ces informations-là, pourtant? Bien, habituellement, quand on veut faire des politiques publiques, il faut avoir l'état des lieux pour pouvoir poser le bon diagnostic. Mm-hmm. On ne l'a pas, l'état des lieux, actuellement. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il manque beaucoup d'unités de logement partout sur le territoire. Mais est-ce que c'est partout où on a besoin de la même chose? La réponse est sans doute non. Effectivement. Donc, c'est pour ça qu'on avait interpellé le gouvernement en juin dernier, et c'est pour ça que ça revient aussi dans nos leviers qu'on propose au gouvernement de dire, ça nous prend l'état des lieux. On veut quoi? On veut ça où? Puis on veut ça quand? Le quand, je pense que c'est le plus rapidement possible. Mm-hmm. On doit bâtir, puis la SCHL l'a mentionné à chaque fois en disant, ça prend de toutes sortes de logements. Pas juste du logement social, pas juste du logement abordable, du logement sur le marché dit privé, là, bien entendu. Tu le disais tout à l'heure aussi, ça prend des propriétés. On a besoin que les jeunes puissent avoir accès à la propriété. Donc, ça prend de tout pour tous les budgets. Mm-hmm. Et malheureusement, ben, au moment où on se parle, on est un peu dans le flou parce que la mise à jour économique du 7 novembre, on ne sait pas ce qui va se retrouver dedans. On sait déjà qu'il y a 900 millions qui a été négocié dans l'entente Québec-Ottawa sur le logement social à proprement dit. Il y a 900 millions qui s'en vient du gouvernement fédéral. On sait déjà aussi que le gouvernement provincial a annoncé qu'il accoterait le 900 millions du fédéral. Donc, ça fait une enveloppe budgétaire de 1,8 milliard de dollars pour le logement. Est-ce que ce sera juste le logement social? Est-ce que ce sera tout le type de logement? Ça, je ne pense pas qu'on ait l'information. La semaine dernière, il y a quand même eu une motion qui a été votée à l'Assemblée nationale dans laquelle on demandait que le 900 millions s'en aille sur le logement social et abordable. Mm-hmm. Et ça a été quand même une proposition qui a été faite aussi avec la ministre de l'Habitation. Donc, on a quand même un écho. Tu as tout à fait raison de dire, est-ce que ce sera l'annonce 1,8 milliard de dollars pour faire du logement social? C'est une chose. Chose est sûre, puis j'imagine que les constructeurs vous disent la même chose. À partir du moment où on fait du logement, uniquement du logement social et abordable, ce qui devient compliqué à un moment donné, c'est sur les marges. Mm-hmm. C'est-à-dire que les constructeurs, la plupart du temps, vont dire, on va faire du logement social, on va faire du logement abordable, mais en même temps, il faut que je puisse bâtir du logement pour le marché dit privé de côté où ils vont faire un peu plus de sous. Ça va leur permettre justement de prendre un risque pour faire du logement social, faire du logement abordable.
Mais au moment où on se parle actuellement, c'est là où je dis, on est un peu dans le brouillard. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui sera annoncé. Est-ce qu'il va y avoir d'autres annonces reliées à ça? Par exemple, sur les délais, les référendums. Est-ce qu'on va décider d'aller du côté réglementaire, comme ça s'est vu en Ontario actuellement? On espère quand même. Puis nous, à l'IDU, là, je ne veux pas parler du groupe des 21, mais du côté de l'IDU, pour nous, c'est sûr et certain. Ça va prendre à une question mathématique parce qu'actuellement, bâtir, là, c'est pas abordable. Bâtir, là, il y a des augmentations de 30 % en 2 ans, là. C'est ce qu'on vit actuellement, plus les taux d'intérêt qui ont grimpé dans la dernière année et demie de façon fulgurante. Bien, puis on n'a pas parlé du problème de main-d'œuvre, puis les coûts de construction, des matériaux de construction. Bien, exactement. Conjoncturellement parlant, là, c'est hyper complexe. Donc, à la problématique mathématique, ça me prend une solution mathématique. Et c'est ce qu'on s'attend du côté de l'IDU. La diversité dans les budgets où ils vont être attribués pour les logements, comme on disait, pas juste social, ça prend de tout. Exact. Ça prend de tout parce que tout le monde, on vit un déficit. On parle de 860 000 logements d'ici 2030 qui doivent entrer sur le marché, alors qu'on le sait, là, on a eu la pointe où on a fait le plus de logements sur une année, c'est 68 000. On devrait rouler autour de 120 000 par année si on veut atteindre les objectifs de la SCHL. Exact. Ouais. Alors, ça va prendre vraiment un levier. Mais quel signal majeur nous envoie le gouvernement quand il attend à la mise à jour économique pour mettre en place des mesures? Quel signal il nous envoie pour... alors qu'on sait qu'il va y avoir une mise à jour économique avant même qu'un plan d'action soit déposé. Où s'enlignent les cartes actuellement? Puis j'ai de la difficulté à poser la question, puis j'ai de la difficulté à savoir où s'en va le gouvernement. Mais ta lecture de la situation, Isabelle, est-ce que le gouvernement va finir par envoyer le signal aux promoteurs et aux constructeurs? Allez-y, voici les conditions gagnantes pour construire, puis voici ce qu'on a mis en place. Est-ce que tu penses que ça s'en vient ou on a de la difficulté à voir quand ça va arriver? Il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il y a une urgence. C'est sûr, là, certaines méchantes langues vont dire que ça a pris 5 ans avant qu'ils reconnaissent qu'il y avait une crise du logement, donc peut-être que c'est pour ça on attend encore. Actuellement, là, il faut un message très clair. Sans quoi, c'est clair, là. L'Ontario, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, eux ont emboîté le pas sur ce que le fédéral a annoncé en septembre dernier, c'est-à-dire le gouvernement fédéral a décidé de retirer la TPS sur les nouvelles constructions de logements locatifs. Bien, les provinces que je viens de nommer ont décidé de retirer leurs taxes provinciales. Okay. Alors là, ça vient créer vraiment de l'intérêt pour les promoteurs dans ces provinces-là. Alors qu'au Québec, le gouvernement a dit que ça coûtait trop cher de faire une mesure comme celle-là. Savez-vous quoi? Il va falloir qu'on bouge plus rapidement, sans quoi, là, tous les capitaux vont s'en aller dans les provinces où, justement, ils vont avoir des rendements. En partant, là, un rendement de 8 %, c'est intéressant là, pour quelqu'un qui bâtit du logement. On le disait tout à l'heure, là, on veut construire des milliers de portes. Savez-vous ce que ça représente au total? Des centaines de millions de dollars. Exact. Il faut que ça soit rentable pour les entrepreneurs ici aussi. Tu sais, ils sont quand même là pour faire de l'argent. Comment ils vont faire pour continuer à travailler si c'est pas rentable? Bien, ils vont aller bâtir ailleurs et c'est ça le danger. Et on va perdre aussi économiquement parce qu'on le sait, là, il y a un nuage en plus qui est au-dessus de notre tête qui s'appelle le ralentissement économique au Québec. Alors, s'il fallait que la construction plante, en plus de tout ce qui est en train de se produire un peu partout du côté économique, ça va être un désastre. Et puis, ça a des effets néfastes, cette crise-là, sur plein d'autres aspects de notre société. On l'a vu dans plusieurs municipalités avec les investissements qui ont été annoncés par le gouvernement, notamment en lien avec la filière batterie. Il y a des municipalités qui se font dire par les compagnies, bien, vous pouvez construire votre usine. En fait, on va construire notre usine, mais ça nous prend une promesse de la part de la municipalité qu'on va avoir le logement pour loger les gens qui vont travailler dans mon usine. Mais c'est conditionnel, là. Donc, les investissements qu'on réalise, et ça, c'est juste la partie économique. Après ça, il y a la partie sociale, le logement abordable, le logement social. Si on n'investit pas, on se retrouve avec des problèmes d'itinérance. On le voit, ça devient... Tout est lié. Et tout est lié. Et on voit que quand les gens ont accès à un logement qui est décent et abordable,
sont moins enclins aussi à se retrouver dans nos urgences. Donc, il y a tout l'aspect de la santé. Mais tu viens de faire la démonstration du pourquoi on parlait de concertation avec le groupe des 21 le 14 juin dernier. Et c'est pas de façon anodine qu'on a adressé, dans le fond, notre lettre au premier ministre lui-même. C'est le chef d'orchestre d'un gouvernement. Parce que tu le dis, là, on parle d'économie, on parle de santé, on parle de santé mentale, hein, on parle d'itinérance. Ça vient toucher à tous les ministères. Donc, pour nous, là, depuis le départ, on se dit, ça prend de la concertation. Il faut arrêter de travailler en silo en disant, ben non, c'est juste d'habitation qui est question. Ben non, c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est pourquoi on avait demandé, donc, au premier ministre de dire, on veut avoir une rencontre avec vous. On veut vous expliquer qu'on fait partie de la solution du côté de l'industrie. Là. On a fait cette démonstration-là. Tout le monde veut pouvoir bâtir, mais ça prend justement sur la table toutes les possibilités. Puis il ne faut pas oublier une chose. Si jamais le gouvernement décidait de bouger sur la TVQ, bien, il va retrouver aussi ses billes à la fin parce qu'il y a des travailleurs qui vont avoir travailler, donc qui vont payer de l'impôt. On vient de créer de la richesse. Les municipalités vont faire du développement. C'est un déplacement d'argent. Oui, tu as raison, Charlotte. On facilite. Bien, c'est d'aider l'économie, mais l'argent va être là quand même au final. Exact. Et, bon, je t'ai demandé ton analyse. Mon analyse actuellement, c'est qu'on s'en va exactement là où on a mis en garde le gouvernement. Ne sortez pas des morceaux de casse-tête à gauche et à droite, alors qu'on ne sait même pas c'est quoi le couvert de la boîte. On n'a aucune idée de l'image. On parle des chiffres de la SCHL, mais quels sont les chiffres du gouvernement? On n'en a aucune idée. Et encore moins, on ne sait pas si c'est combien de morceaux de casse-tête on a besoin. Donc, on nous donne des morceaux de casse-tête. Là, les entrepreneurs vont devoir prendre ces morceaux de casse-tête-là, qui sont probablement, bon, ils vont faire avancer la cause de toute façon. Là. Ils vont essayer d'arriver au meilleur résultat, mais s'il manque des morceaux, comment arriver au meilleur? On va essayer ce qu'on peut, mais... Et ça pourrait se contredire. Puis il y a un bel exemple de ça qui est arrivé à Vancouver. Quand le gouvernement fédéral a annoncé l'abolition de la TPS, la ville de Vancouver a dit « Oh, mais voici une opportunité de reprendre ce 5,5 % et de le charger aux promoteurs lors de la connexion de la tuyauterie centrale. Donc, on va te brancher à notre système d'aqueduc pour le montant que tu aurais payé ta TPS. Donc, on déshabille Jean pour habiller Jacques. Et là, ce que j'entrevois pour le gouvernement provincial au Québec, c'est qu'ils vont nous sortir des mesures qui vont pouvoir peut-être permettre à des municipalités de revenir nous chercher cet argent-là qu'on a besoin pour dire on va partir le projet. Parce que des fois, là, il y a un point de pourcentage de taxes. Ouais. Si on l'enlève, ça peut être toute la différence entre on part un projet de 50 millions où on attend que les taux d'intérêt diminuent. Toutes ces sommes-là qui sont investies, les citoyens les voient au quotidien quand ils achètent une maison sur leur hypothèque, les taux d'intérêt. Mais les entrepreneurs, les promoteurs les voient, eux, quand ils empruntent les sommes nécessaires pour réaliser des projets d'envergure avec des sommes faramineuses. Et ça, le gouvernement et la population devraient en prendre conscience. Mais j'irais même plus loin, Guillaume, si tu me permets. Actuellement, là, si nos promoteurs sont en train de regarder on le démarre ou on le démarre pas, vous comprenez que c'est pas dans 3 semaines qu'on va lever un logement. Non, là. C'est ça. Ça peut aller dans 1, 2, 3 ans, là, sans aucun problème. Donc, la crise qui est historique actuellement. Mais à l'influence qui va se passer dans le futur. Bien, exactement. Voilà. Donc, c'est pourquoi ça prend un plan gouvernemental, pas un plan en habitation. C'est un plan gouvernemental qu'on demande. Ça prend de la concertation, ça prend du leadership et ça prend rapidement une position claire qui va pouvoir permettre à la construction de redémarrer avec un rythme qu'on n'aura jamais vu parce qu'on a une crise qu'on n'a jamais vue. Exactement. En tout cas, avec une gravité aussi importante, là, on n'a jamais vu ça. Le message est lancé. Isabelle Melançon, PDG de l'IDU, merci beaucoup de ta présence. Merci, c'est un plaisir de travailler avec toi au sein du groupe des 21. Même chose. Merci pour ton influence. Et je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires aussi du groupe des 21 qui apportent de l'eau au moulin et on souhaite que le gouvernement bouge en ce sens-là au cours des prochains mois. On va surveiller la situation de près. Le 7 novembre. Le 7 novembre est une date charnière. Et on va se croiser les doigts pour des belles annonces qui vont permettre d'aller vers les
solutions qu'on voudrait, là, quelque chose qui va fonctionner, qui va bien aller pour lancer là, des records dans la construction de logements. C'est ça qu'on veut au final. Là. Exact. Et on va vous tenir au courant, même pratiquement en temps réel, parce qu'on devrait avoir un épisode spécial du balado Actualité Construction pour résumer les grandes lignes du budget, de la mise à jour économique du budget. Donc, on va essayer de rendre ça un peu plus clair. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces chiffres-là qui sont lancés dans l'air? Et voilà. Donc, ce sera un plaisir de te retrouver à ce moment-là, Charlotte. Merci. Oui. Bye-bye. Merci. Merci à vous deux. Merci. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.